Le camion de déménagement était déjà chargé quand j'ai trouvé l'avis d'expulsion, signé par mon propre fils. Veuillez vous abonner. À 75 ans, je pensais connaître la douleur. J'avais enterré mon mari après 47 années de mariage, vendu notre maison familiale où chaque coin portait nos souvenirs, et emballé toute une vie dans quelques cartons. Mais rien ne m'avait préparé à cette découverte dans la boîte aux lettres de ma nouvelle résidence, un document officiel me demandant de quitter les lieux, avec la signature de Philippe, mon unique enfant, en bas de page. 3 mois plus tôt, quand j'avais appelé Philippe pour lui annoncer que je vendais la maison de Neuilly, sa voix s'était faite mielleuse au téléphone. « Maman, tu ne peux pas rester seule maintenant que papa n'est plus là. Viens chez nous, on va s'occuper de toi. » Sandrine, sa femme, avait même pris le combiné pour insister. « Nous avons de la place, Françoise. » C'est ce que Robert aurait voulu. Le mensonge était si parfaitement orchestré que j'ai failli y croire. À mon arrivée dans leur propriété de Vincennes, leur accueil fut correct. Philippe m'a embrassé sur les joues avec cette politesse froide qu'il avait développée depuis son mariage, et Sandrine m'a fait visiter ce qu'ils appelaient mon espace, un ancien atelier au fond du jardin qu'ils avaient rapidement aménagé. Une pièce de 15 mètres carrés avec un lit, une commode et une petite kitchenette. « Tu auras ton intimité ici, avait dit Sandrine avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Mon intimité. Comme si l'isolement était un cadeau. Les premiers jours, j'ai essayé de m'adapter. Je me levais tôt pour ne pas les déranger, je préparais mon café dans ma petite kitchenette, j'évitais de traverser trop souvent leur jardin pour rejoindre la maison principale. Quand ils m'invitaient à dîner, ce qui arrivait une fois par semaine, maximum, je me montrais reconnaissante. Je complimentais les plats de Sandrine, je m'intéressais au travail de Philippe dans l'immobilier, je posais des questions sur mes petits-enfants que je voyais si peu. Mais rapidement, leur véritable intention a commencé à transparaître. « Maman, m'a dit Philippe un soir, en tournant sa cuillère dans son café, on se demandait, avec la vente de la maison, tu dois avoir un petit matelas financier maintenant. » Il avait cette façon particulière de parler d'argent, en détournant le regard, comme s'il discutait de la météo. « On a quelques difficultés temporaires avec l'agence. Si tu pouvais nous dépanner ? 15 000 €. C'est la somme qu'il a mentionnée en premier. Juste pour nous remettre à flot, tu comprends. On te rendra dès que possible. » J'ai accepté. Pas par naïveté, mais parce que je voulais encore croire que mon fils traversait simplement une mauvaise passe. Que sa froideur était due au stress, que l'amour reviendrait avec la sécurité financière. Quelques semaines plus tard, c'était 20 000 € pour des travaux urgents dans la maison. Puis 30 000 pour une opportunité d'investissement exceptionnelle. À chaque demande, Philippe trouvait des arguments plus élaborés, Sandrine ajoutait ses propres justifications, et moi, je signais les chèques en espérant racheter l'affection de mon enfant. Ce qui m'a ouvert les yeux, ce n'est pas l'argent. C'est ce que j'ai entendu un soir de septembre. J'étais revenu plus tôt que prévu d'une promenade au parc. En traversant le jardin pour regagner mon espace, j'ai entendu leur voix qui s'échappait de la fenêtre ouverte de leur cuisine. Ils ne m'avaient pas vu rentrer. « Elle a encore combien sur son compte, tu crois ?» C'était la voix de Sandrine, cette voix que je ne lui avais jamais entendue, dure, calculatrice. « D'après mes calculs, au moins 200 000 € après la vente, » a répondu Philippe. « Plus l'assurance vie de papa qu'elle n'a pas encore touchée. Il faut qu'on trouve un moyen de la faire signer une procuration. Comme ça, on gère tout directement. » Mon sang s'est glacé. Il parlait de moi comme d'un portefeuille ambulant. « Le problème, c'est qu'elle n'est pas encore assez dépendante, » a continué mon fils. « Mais ça va venir. À son âge, avec le stress du déménagement, la solitude, elle va craquer. » Sandrine a ri. Un rire que je n'oublierai jamais. En attendant, on la garde dans le cabanon. Au moins, elle ne nous encombre pas dans la maison, et on peut surveiller ses allées et venues. Tu crois qu'elle tiendra combien de temps encore? Philippe, ne dis pas ça. Quoi? Je suis réaliste. À 75 ans, avec son diabète? Et puis, honnêtement, ça nous arrangerait tous. Elle serait enfin en paix, et nous, on pourrait reprendre une vie normale. Cette phrase a résonné dans ma tête comme un glas. Mon propre fils, que j'avais porté, élevé, aimé inconditionnellement, spéculait sur ma mort comme sur une transaction immobilière. Cette nuit-là, dans mon petit lit du cabanon, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de rage. Une rage froide, méthodique, qui m'a donné une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Le lendemain matin,
j'ai commencé à planifier. D'abord, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois, le notaire qui avait géré la succession de Robert. Je lui ai expliqué ma situation sans entrer dans les détails émotionnels. Je souhaite modifier mon testament, ai-je simplement dit, et organiser mes finances différemment. Maître Dubois, qui me connaissait depuis des années, n'a posé aucune question indiscrète. En une semaine, tout était réorganisé. Mon nouveau testament léguait l'intégralité de mes biens à 3 associations caritatives, Médecins sans frontières, la Fondation Abbé Pierre et l'Institut Curie. Philippe n'aurait que le minimum légal, sa réserve héréditaire. Ensuite, j'ai visité la résidence Les Jardins de Malmaison, une maison de retraite haut de gamme à Reuil. L'endroit était lumineux, avec de vrais jardins, une bibliothèque, des activités culturelles. J'ai versé les arts pour un appartement avec vue sur le parc. Pendant 3 semaines, j'ai continué ma routine habituelle. Je prenais mes repas dans ma kitchenette, je me promenais seul, j'acceptais leurs invitations épisodiques à dîner avec le même sourire poli. Philippe et Sandrine ont dû penser que leur plan fonctionnait parfaitement. Ils étaient plus détendus, presque aimables. Sandrine a même mentionné qu'elle avait pris rendez-vous avec un spécialiste des affaires de famille pour m'aider à mieux organiser mes finances. Le spécialiste. J'ai compris qu'ils allaient essayer de me faire signer cette fameuse procuration. C'est alors que j'ai décidé de frapper. Un mardi matin, j'ai demandé à Philippe de m'accompagner à la banque. J'aimerais revoir mes placements avec toi, ai-je dit. Tu Y connais mieux que moi en finance. Son visage s'est illuminé. Il pensait tenir sa victoire. Dans le bureau du conseiller financier, j'ai joué mon rôle à la perfection. La vieille dame un peu perdue qui a besoin de l'aide de son fils dévoué. Monsieur le maire, ai-je dit au banquier, je voudrais que Philippe puisse m'aider à gérer mes comptes. Qu'est-ce que vous me conseillez? Philippe était aux anges. Il a commencé à poser des questions techniques, à évoquer des stratégies d'optimisation, à suggérer des restructurations patrimoniales. Le banquier prenait des notes, hochait la tête, préparait les documents. Et puis j'ai lâché ma bombe. En fait, monsieur le maire, ce que je veux vraiment, c'est fermer tous mes comptes ici et transférer mes fonds vers ma nouvelle banque à Reuil-Malmaison. Je déménage la semaine prochaine dans une résidence là-bas. Le silence qui a suivi était assourdissant. Philippe me regardait comme si je venais de lui annoncer que j'étais martienne. « Pardon, maman? Tu déménages? » « Oui, mon chéri. J'ai trouvé un endroit charmant au jardin de Malmaison. Un vrai appartement, avec une vraie cuisine et des gens de mon âge avec qui partager mes journées. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. » Le banquier, visiblement mal à l'aise, a demandé s'il devait reporter la procuration. « Oh non, ai-je dit avec un sourire serein. Finalement, je n'en aurai pas besoin. Je préfère garder mon autonomie. » Le trajet de retour s'est fait dans un silence de mort. Philippe serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. En arrivant à la maison, Sandrine nous attendait dans le jardin, le sourire aux lèvres, prête à célébrer ce qu'elle croyait être leur victoire financière. « Alors, ça s'est bien passé ?» Philippe l'a regardée avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Une expression de défaite totale. Elle déménage. La semaine prochaine. Cette nuit-là, je les ai entendus se disputer violemment dans la maison principale. Sandrine criait, Philippe jurait, ils se renvoyaient la responsabilité de ce qu'ils appelaient un fiasco total. À un moment, j'ai entendu Sandrine hurler. 90 000 €. Elle nous a soutiré 90 000 € et maintenant elle se barre. Soutiré. Comme si l'argent que j'avais donné à mon fils était un vol. Le jour de mon déménagement, l'atmosphère était glaciale. Philippe m'aidait à porter mes cartons avec des gestes mécaniques, le visage fermé. Sandrine était restée dans la maison, prétextant un mal de tête. Quand le taxi est arrivé pour m'emmener vers ma nouvelle vie, mon fils s'est planté devant moi. « Maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça? On t'a accueilli, on s'est occupé de toi. » J'ai regardé cet homme de 45 ans qui était mon enfant, et j'ai vu un étranger. Un étranger qui avait calculé combien de temps il devrait attendre ma mort pour toucher l'héritage. « Philippe, ai-je dit doucement, tu m'as hébergé dans un cabanon au fond de ton jardin parce que tu espérais que je te donnerais mon argent. Tu as réussi, en partie. Mais maintenant, je choisis de vivre mes dernières années avec des gens qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » Il a voulu protester, bredouiller des excuses, mais je suis monté dans le taxi sans me retourner. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, je vis dans un appartement ensoleillé avec vue sur un vrai jardin.
J'ai des amis, des activités, des projets. Je joue au bridge le mardi, je participe à un club de lecture le jeudi, je donne des cours de français aux réfugiés le samedi matin. Ma vie a retrouvé un sens que je pensais avoir perdu avec Robert. Philippe m'a appelé 3 fois. 3 fois en 8 mois. Des appels brefs, maladroits, où il prenait de mes nouvelles sans jamais s'excuser vraiment. La dernière fois, il a mentionné qu'ils avaient des difficultés temporaires avec l'agence. J'ai compris le sous-entendu. J'ai raccroché sans répondre à sa demande implicite. Parfois, la nuit, je pense à ce petit garçon que j'emmenais au parc, qui me racontait ses rêves, qui se blottissait contre moi quand il avait peur. Je me demande à quel moment j'ai perdu ce fils-là, et comment il est devenu cet homme qui spéculait sur ma mort. Mais je ne regrette pas ma décision. J'ai choisi la dignité plutôt que l'illusion de l'amour familial. J'ai choisi de vivre pleinement mes dernières années plutôt que de survivre dans l'ombre de leurs calculs. Et quand mon heure viendra, je partirai en paix, sachant que mon argent servira à sauver des vies, à loger des familles dans le besoin, à soigner des malades. Philippe découvrira alors le véritable coût de sa cupidité. En attendant, je savoure chaque jour de ma liberté retrouvée. À 76 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie. Même quand on doit le faire sans son propre enfant. La leçon la plus douloureuse de ma vie aura été de comprendre que l'amour ne se monnaie pas. Mais c'est aussi la plus libératrice. Car en perdant l'illusion d'être aimé, j'ai retrouvé l'essentiel, ma propre estime. Et cela, aucun héritage ne peut l'égaler.